Bonjour à tous, messieurs les modérateurs, chers collègues. D'abord, je vous remercie pour l'opportunité de présenter cet exposé sur un sujet qui est finalement très peu abordé. Donc hier, Guillaume Bouguin vous a très élégamment démontré qu'il fallait traiter vite. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer que certains patients peuvent être traités doucement. Mes conflits d'intérêts. Vous savez tous que la prise en charge de la maladie inflammatoire et notamment de la maladie de Crohn a fortement changé au fil du temps. Donc par le passé, c'est vrai qu'on se contentait d'une rémission clinique avec les moyens du bord, corticoïdes et chirurgie. Et puis finalement, notre panel s'est étoffé avec des marqueurs biologiques tels que la CRP. Nous avons aussi découvert la grande utilité de l'endoscopie et nous savons tous aujourd'hui qu'il est capital d'obtenir une cicatrisation endoscopique pour le pronostic de la maladie. Dans les années 2000, notre panel s'est encore étoffé avec des marqueurs fécaux, et vous savez que la calprotectine fécale est un excellent reflet de la cicatrisation muqueuse. Et puis dans les années 2010, nous avons l'IRM qui apporte des données intéressantes, et donc finalement au jour d'aujourd'hui, en 2015, nous cherchons, comme ça a été déjà dit, une rémission qui sera non seulement clinique, mais aussi biologique et endoscopique, c'est-à-dire une rémission profonde. Et pourquoi ? Eh bien pourquoi ? Parce que vous connaissez très bien cette dia, la maladie de Crohn est une maladie progressive. Donc comme vous le voyez, il peut y avoir des poussées et des rémissions, mais au fil des poussées, les dégâts s'accumulent, des sténoses, des fistules, des chirurgies parfois délabrantes, et même après la chirurgie, c'est pas fini, les patients peuvent refaire des sténoses, et donc toutes ces lésions cumulées vont véritablement aboutir à une perte du tissu digestif et à toute une série de conséquences indépendamment même de la maladie inflammatoire. Donc c'est important de bien traiter les personnes. Alors de quoi disposons-nous ? Donc on veut la rémission profonde, mais on vise aussi maintenant la qualité de vie. On parle également de disability. Alors bon, ça ce sont les traitements classiques, vous les connaissez. Et puis, il y a différentes stratégies. Comment les utiliser ? Alors, il y a de la mono, on peut faire de la combo, on peut faire du step-up, on augmente progressivement les niveaux de traitement, ou alors on fait du top-down, on tape plus fort tout de suite, on diminue par la suite. Mais il est évident que pour obtenir une rémission profonde, on ne peut pas traiter tout le monde en combo avec un anti-TNF. Ce n'est pas décemment possible. D'abord parce que tout le monde n'a pas besoin de cette stratégie, et puis deuxièmement parce que ces traitements ne sont pas indemnes d'effets secondaires. Vous savez très bien qu'il y a une grande augmentation du risque infectieux, quels que soient les agents, et je le rappelle, les corticoïdes également, à certaines doses. Ça a été très bien démontré dans Sésame, l'augmentation du risque carcinologique avec les purines, les réactions d'hypersensibilité, les maladies induites, on est tous confrontés à des psoriasis induits, à des lupus, et alors on est un petit peu moins concerné en France et en Belgique, on est chanceux, mais on va finir par devoir en tenir compte, le problème de coût. Bref, il faut mettre tout ça dans la balance, il faut une rémission profonde, c'est vrai, mais tous les patients n'ont pas besoin qu'on tape très fort tout de suite, il faut leur éviter un surtraitement, il faut ne pas les exposer à des effets secondaires inutiles, et il faut éviter un surcoût pour la société. Donc, c'est très très important de stratifier les patients en fonction de leurs risques, de façon à leur proposer la meilleure molécule, mais surtout la meilleure stratégie. Donc, ça va être important de parler de l'histoire naturelle de la maladie. Je m'attarderai un peu sur les maladies sévères quand même, pour ensuite entrer dans le vif du sujet, les maladies légères. Vous connaissez tous cette dia, comme je viens de Liège, j'ai mis celle d'Édouard Louis parce qu'il a démontré la même chose que Jacques Cohn en même temps. Donc en fait, vous voyez que 70% des personnes présentent une maladie de Crohn qui est compliquée dès le diagnostic, et bien sûr chez ces patients-là, il faut taper fort tout de suite. Et puis vous voyez qu'au fil du temps, ces formes inflammatoires finissent par se compliquer, par devenir sténosantes, voire fistulisantes. Et donc, il y a deux groupes qui se sont essentiellement intéressés à la définition de la maladie de Crohn sévère et instable. C'est le groupe de Saint-Antoine et le groupe de Liège. Ils ont d'abord défini la maladie de Crohn sévère. Et vous allez comprendre pourquoi. Cette définition est très stricte. Ces gens-là ne vont vraiment pas bien. Ce sont des personnes qui ont eu 2 résections grêles ou une résection supérieure à 50 cm. C'est très délabrant. Une résection colique, c'est toujours délabrant, une stomie définitive ou une maladie périanale complexe. Et vous voyez qu'à Liège, qui est un centre entre le secondaire et le tertiaire, on a quand même 38% des personnes qui collent à cette définition. C'est assez énorme. Il y a un biais, bien entendu, ça ne reflète pas la pratique gastro-entérologique de tout venant. La maladie instable a ensuite été définie par le groupe de Saint-Antoine. Cette définition a ensuite été confirmée par Liège. C'est une définition très large, vous allez y revoir la plupart de vos patients. C'est minimum 2 cures de corticostéroïdes ou une corticodépendance. C'est une hospitalisation liée à la maladie de Crohn. Le fait d'avoir 12 mois de symptômes sur 5 années d'évolution de la maladie. Le fait de recourir aux immunomodulateurs ou aux biologiques. Être opéré ou avoir une maladie périanale active. Alors, les défauts de cette définition, c'est qu'elle est très large. Beaucoup de patients correspondent à ces critères. Et si en plus on l'utilise dans un centre tertiaire, ils le sont quasiment tous.
Et vous voyez qu'à Saint-Antoine, 65 à 80% des personnes correspondent à cette maladie instable, 60% à Liège. Néanmoins, malgré le biais que je vous ai expliqué, ça laisse quand même la porte ouverte puisqu'on a entre 40% et 20% des patients qui, même dans un centre tertiaire, ne collent pas à cette définition large et donc ont potentiellement une maladie légère. Ceci, ce sont des données de population qui reflètent sans doute davantage la pratique médicale du tout venant. Et ce sont des données intéressantes puisque ça a été montré en rectocolique par Franck Carbonel. Moi, ici, je vous montre les données Crohn. Vous voyez ici que la plupart des patients, 43%, présentent une maladie très active les premières années de la vie et puis qu'elle a généralement tendance à s'éteindre. Il faut aussi savoir qu'une maladie qui est calme dès le début va très, très, très rarement se compliquer. Donc, on peut être généralement rassuré. Les cas les plus embarrassants sont évidemment les formes chroniques actives et les formes qui évoluent par poussée et rémission parce que ces patients-là, bien sûr, sont exposés à beaucoup de dommages tissulaires, il faut les traiter activement. Mais on voit quand même que la maladie a tendance à s'éteindre. Donc, quels sont les facteurs prédictifs auxquels il faut être attentif en consultation ? La chirurgie va être favorisée par une localisation iléale, par un caractère sténosant ou fistulisant dès le diagnostic. Alors ça, c'est un travail intéressant de Mathieu Allais à Saint-Louis qui s'est intéressé au caractère des ulcères. Un ulcère colique creusant prédispose à une chirurgie colique. Ces patients doivent être traités agressivement. Le tabagisme, c'est connu. Une maladie périanale est favorisée par une localisation colique ou rectale. Une maladie de Crohn sévère est favorisée par un caractère sténosant et fistulisant au diagnostic, de même que par un tabagisme actif. Et une maladie instable telle qu'elle a été définie est favorisée par la prise de corticoïdes au diagnostic, par le fait d'avoir une maladie périanale et par le fait d'être diagnostiqué avant l'âge de 40 ans. Après la maladie sévère, le groupe de Saint-Antoine s'est intéressé pas vraiment à la maladie légère, mais aux maladies non sévères, donc légères à modérées. Ils l'ont définie de la façon suivante. Ils ont défini cette maladie comme une maladie inactive durant au moins 4/5 de sa durée d'évolution, par un maximum d'une résection chirurgicale, une absence de stomie, une absence de décès lié à la maladie. Et voilà les résultats de Saint-Antoine. Vous pouvez voir qu'au fil du temps, il existe progressivement une augmentation du nombre de maladies quiescentes. Vous pouvez également voir que la maladie active est de moins en moins fréquente, de même que les résections chirurgicales, de même que les décès. En miroir, vous pouvez voir qu'avec le temps, sur 10 à 15 ans d'évolution, de plus en plus de patients ne prennent pas de médicaments pour leur Crohn. On observe une diminution de la fréquence de l'ensemble des autres prescriptions, que ce soit des 5-ASA ou des immunosuppresseurs. Et puis enfin, le groupe de Liège s'est intéressé à la maladie légère sensu stricto, avec une définition qui s'est voulue volontairement stricte, puisque c'est une absence de remaniement tissulaire irréversible dans le décours de cette maladie de Crohn, c'est-à-dire en fait une maladie qui va toujours être inflammatoire et luminale, donc jamais de sténose, jamais de fistule, jamais de forme périanale. Il n'y aura pas non plus de chirurgie et il n'y aura pas non plus de prise d'immunomodulateurs ou d'anti-TNF, donc c'est très très strict comme définition. Et si on reprend les patients de Liège, vous pouvez voir qu'un tiers des maladies de Crohn étaient légères à 1 an, donc aux alentours du diagnostic, on va dire. Au cours du temps, à 5 ans, 55% restent encore légères. Et puis, si on prend le suivi maximum, la médiane était longue, 17 ans. 10% des patients gardent cette forme légère. Donc, vous allez me dire, mais oui, mais vous me dites que la maladie s'éteint au cours du temps, puis là, vous me montrez qu'il n'y a plus aucun qui reste léger. Donc, quand vous voyez cette courbe, j'attire votre attention sur le fait que le suivi médian est de 17 ans et qu'en abscisse, le temps est exprimé en années. On voit que la maladie, c'est vrai, finit par se compliquer, mais ça prend du temps, c'est long. Par ailleurs, comment se complique-t-elle, suivant notre définition ? Ce n'est pas la même chose d'avoir une complication parce qu'on développe une maladie fistulisante floride ou parce qu'on prend des anti-TNF qui ont peut-être été introduits pour éviter les dommages tissulaires. Donc voilà en fait comment les patients évoluent. Effectivement, à 5 ans, on voit que ces malades légers au diagnostic, très peu à 5 ans, développent de vraies complications. Et sur le suivi maximum, vous pouvez voir qu'on a une trentaine de maladies périanales, une trentaine de maladies sténosantes et environ une vingtaine de maladies fistulisantes, 40% de chirurgie. Donc la plupart de ces patients qui sont légers au diagnostic, généralement le restent, et ceux qui ne le sont pas sur la définition, c'est en général parce qu'on a introduit un traitement pour éviter le dommage tissulaire. Les facteurs prédictifs, une maladie légère à 1 an le restera en général quand on n'a pas besoin de donner des corticostéroïdes, et là je parle de prednisolone oral, pas de budésonide, durant la première année, une maladie qui répond au 5-ASA. Une maladie sera légère ou bien légère à modérée, suivant l'étude de Saint-Antoine, si l'âge de diagnostic est élevé et si la maladie dure longtemps, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'extinction, et également si le patient ne fume pas et qu'il existe une épargne rectale.
Alors, je voulais toucher un mot du travail de la cohorte EPIMAD de Corinne Gower-Rousseau et Guillaume Savoie. Il y a une très belle conférencière sur le sujet. C'est la maladie de Crohn du sujet âgé. Comme dirait Guillaume, ils arrivent, les sujets âgés, c'est vrai. Et alors, en fait, la maladie de Crohn diagnostiquée de la personne âgée, c'est quand elle est diagnostiquée à plus de 60 ans. Et ça, en fait, c'est 10% de nos MICI. Donc, on en a et on va en avoir. Et alors, en fait, quand on regarde l'évolution de cette maladie, vous pouvez voir que 78% des personnes auront une forme non compliquée au diagnostic. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que quasiment aucun de ces patients ne va se compliquer, contrairement à ce que je vous ai montré dans la population générale. Et donc, en fait, la localisation est généralement colique dans 70% des cas, ce qui peut peut-être expliquer la meilleure évolution. Seulement 30% auront recours à des immunosuppresseurs à 10 ans, 10% auront recours aux anti-TNF à 10 ans, 30% auront une chirurgie, mais par contre, il y a beaucoup de prescriptions de corticoïdes. Donc, en fait, on peut quand même conclure que la maladie de Crohn du sujet âgé, diagnostiquée à plus de 60 ans, c'est un sous-groupe de maladies légères. C'est des gens qui vont généralement bien aller, mais je vous encourage vraiment à éviter de prescrire trop de corticoïdes chez ces personnes, c'est extrêmement délétère. Donc, s'il faut mettre à un moment donné un traitement plus agressif, il faut le faire. Ici, je n'ai pas beaucoup le temps de m'attarder, mais c'est l'étude de Jacques Cohn-Rapide qui a en fait démontré que si on utilise des critères relativement larges et qu'on met de l'azatioprine très rapidement dans l'évolution de la maladie, ça ne change pas le pronostic. Par contre, pour les anti-TNF, si le patient a besoin de ces anti-TNF, il faut les mettre rapidement parce qu'au-delà de 5 ans d'évolution de la maladie, ça marche moins bien. Donc je vais illustrer ça par deux cas peut-être un peu stéréotypés, mais qui vont vous remémorer votre pratique. On a un homme de 43 ans qui ne fume pas. On lui découvre une iléite sur une vingtaine de centimètres, ainsi qu'une touche d'atteinte sécale. Ce patient à l'endoscopie, comme vous pouvez le voir, garde toute une série de petits ulcères superficiels et une muqueuse intercalaire qui est un peu érythémateuse, mais globalement saine. Devant ce patient, il faut penser à ses facteurs de risque. C'est un patient qui n'a pas d'ulcère creusant, il n'a pas une maladie étendue, il n'a pas de localisation péjorative, notamment périanale ou rectale, il ne fume pas. Il est évident que chez ce patient, il ne faut pas taper trop fort, trop vite. Il faut initier du budesonide avec ou sans 5-ASA. Et il faut surtout le monitorer. Donc je ne dis pas qu'il faut le laisser dans la nature sans le surveiller, il faut le monitorer, mais au départ, on peut tout à fait être très peu agressif. Au contraire, si vous avez une dame de 20 ans qui fume, qui se présente avec une atteinte inaugurale iléale sur 50 cm, une pointe d'atteinte colique et des ulcères creusants, il est tout à fait certain qu'on n'est pas dans la même tranche de risque. Elle a des ulcères creusants, sa maladie est étendue, elle est jeune, elle fume. Chez cette patiente, il faut taper fort, on ne va pas aller mettre du 5-ASA, ça n'a pas de sens. Donc on peut considérer soit un traitement initial par biologique, soit un traitement initial par corticostéroïdes et immunomodulateurs, mais il faut monitorer la patiente et assez rapidement augmenter le traitement si c'est nécessaire. Et bien sûr, stimuler l'arrêt du tabac. Donc je peux vous proposer un algorithme qui n'est pas parfait, comme chaque algorithme. Quand on a affaire à une maladie de Crohn qui est sévère, c'est environ 20% des cas, c'est la partie tout à fait à gauche de la figure de l'histoire naturelle, ces gens-là, ils font taper fort. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas mettre du 5-ASA, il faut assez rapidement leur proposer des anti-TNF. Si maintenant on a affaire à une maladie de Crohn légère, dans la définition que nous avons choisie, effectivement, chez ces personnes-là, ils ont de fortes chances de garder cette maladie légère et si elle se complique, ça prendra du temps. Ça veut dire qu'au départ, on peut tout à fait les traiter par du budesonide et du 5-ASA et éventuellement de la prednisolone de façon occasionnelle, pas trop souvent, et les monitoriser. Et si à un moment donné, la situation se dégrade, alors la porte est ouverte pour les immunomodulateurs, bien sûr. Et dans la situation intermédiaire qu'il est difficile toujours de définir parce que c'est un petit peu borderline, on peut proposer un step-up optimalisé. Le plus important, c'est de monitoriser vos malades. Si vous faites un choix thérapeutique, il y a des cas où ça ne se discute pas, mais il faut toujours vérifier que ce qu'on fait, ça marche, que le patient cicatrise pour pouvoir rectifier le tir. Je ne vous rappelle pas qu'en cas de corticodépendance, ça ne sert même à rien de discuter, il faut mettre un immunomodulateur. Une corticodépendance sous immunomodulateur, on ne discute même pas, on met un anti-TNF. Et une corticorésistance ou une cortico-intolérance, on ne discute même pas, on met un anti-TNF. Alors, en conclusion, la maladie de Crohn légère peut être définie comme une maladie qui n'induit pas de lésions tissulaires irréversibles, qui ne nécessite pas de recours aux immunomodulateurs ni aux biologiques. Petite bémol pour la chirurgie, c'est souvent inclus comme un facteur de gravité, mais resséquer 50 cm, c'est très délabrant. Si on choisit de faire une résection courte pour une maladie sténosante d'une dizaine de centimètres, ce patient pourra rester bien peut-être sans traitement pendant une dizaine d'années. Donc tout est relatif et dans ce cas-là, la chirurgie est une bonne option.
Il y a peu de critères au diagnostic pour prédire la persistance d'une maladie légère. L'absence de corticoïdes la première année, un diagnostic à un âge plus âgé, au-delà de 35 ans, une absence de localisation péjorative, notamment rectale et anale, et une longue durée de la maladie sont associés à une persistance de cette maladie légère au fil du temps. Il n'y a pas d'argument pour mettre un traitement agressif d'emblée, mais il est très important de suivre les patients, de les monitoriser pour ajuster le traitement le cas échéant. Si maintenant il y a des facteurs prédictifs de sévérité à court terme, il est évident qu'il faut d'emblée instaurer un traitement maximal ou faire un step-up rapide. Et enfin, le diagnostic de maladie de Crohn au-delà de 60 ans est un facteur d'évolution favorable. Ces personnes méritent un step-up lent, mais il faut éviter de donner trop de corticoïdes pour leur caractère délétère dans cette indication. Je vous remercie de votre attention.